On va démarrer, le temps que les derniers réglages se fassent. Il faut dire on est arrivé un peu en dernière minute. Donc on demande à nos amis techniciens et à la régie de faire très rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre à visage découvert avec, vous l'avez tous reconnu, Plantu, que chez nous on appelle Jean, parce que c'est son vrai prénom, c'est la première information. Donc ces rencontres durent 1 heure. Celle-ci sera retransmise en direct sur Facebook Live. Donc elle pourra être suivie du monde entier sur Facebook. Donc vous êtes quelques happy few présents sur place, mais quelques milliers d'autres vont pouvoir suivre cette heure d'échange. Je vous rappelle qu'il y aura 2 épisodes encore à venir. Demain, nous recevrons à 15 heures. Il y a une inversion entre les 2 conférences. À 15 heures ici même, Fabienne Pasco, la directrice de la rédaction de Télérama. Et du coup, le kiosque international aura lieu après, à 16 heures. On inverse les deux. Et dimanche, on recevra Mathieu Croissando, qui est le directeur de la rédaction de l'Obs, qu'on appelait jusqu'à peu, il y a le nouvel Obs, mais qui s'appelle l'Obs à nouveau, et donc avec lesquels vous pourrez échanger. Plantu, vous allez le retrouver après cette conférence à la librairie, aux Hirondelles, pour une séance de dédicace qui est pas affichée, mais qu'on a rajoutée pour qu'elle puisse avoir lieu juste après la rencontre. À 18 heures, il a un gros programme. Hein. Il fait du speed dating, donc des rencontres en face à face pendant 15 minutes. Il y a un tableau à l'entrée. J'ai peur qu'il y ait déjà plus de place, mais s'il y en a, vous pouvez vous inscrire tant qu'il est temps. Et puis demain, on le retrouvera à l'apéro Sud-Ouest sur la terrasse de Jean de Garonne. Je crois que c'est à midi. Bon, midi, il me semble. Il y aura une autre séance de dédicace dans la foulée, si jamais il reste des livres, parce que s'il n'en reste plus ce soir, tant pis pour ceux de demain. Voilà, donc merci Jean d'être là, et je vais te poser une première question, mais normalement ce sera la dernière de ma part, parce qu'après ça sera au public d'intervenir et de poser les questions qu'il désire. Donc j'ai regardé ta bio pour me rafraîchir la mémoire, et je me suis aperçu que ça fera 45 ans en octobre que tu as fait ton premier dessin dans le monde, donc ça sera un bel anniversaire. Mais depuis quelques années, tu as une autre casquette qui est peut-être moins connue du public, qui est de porter la bonne parole à travers le monde, à travers la planète, à travers une association qui s'appelle Cartooning for Peace. Et je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a conduit à devenir finalement un militant, un défenseur de la cause du dessin de presse et de la caricature. Merci beaucoup Gilles pour cette question comme ça qui est quand même à la fois qui est importante pour les dessinateurs, mais c'est plutôt une question qui est importante pour les journalistes et surtout les citoyens de la planète. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors évidemment, comme tu dis, ça fait longtemps que je travaille au journal Le Monde, et grâce à l'image du journal, dans les années 70, 80, 90, j'ai eu la chance, parce que c'est le journal qui m'a incroyablement porté, qui m'a ouvert beaucoup de portes, et des gens des conseils culturels, les ambassades, les instituts français, les alliances françaises m'ont non seulement invité à faire des expos, alors ils montraient les dessins du dessinateur du journal Le Monde, mais en fait, à chaque fois, j'avais la chance de rencontrer des dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des palestiniens, des israéliens, tout ça. Et en fait, ça m'a nourri énormément de. Puis en plus, une fois, en 91, j'avais eu la nuit. J'étais à Tunis, je faisais une expo à Tunis avec un dessinateur syrien. Et dans la nuit, il y a Yasser Arafat, le leader des Palestiniens, qui m'a demandé à me voir à 4 heures du matin. Bon. Et puis, du coup, j'ai vu qu'il avait envie de dessiner, de m'utiliser moi pour faire une sorte de conversation diplomatique avec les Israéliens en m'utilisant moi, c'est-à-dire une bonne manipulation dans le bon sens du terme. Et puis après, fort de ça, j'ai vu qu'il dessinait. Je lui ai fait dessiner des tas de choses sur la reconnaissance mutuelle avec les Israéliens et les Palestiniens. Je suis allé à Jérusalem avec Mitterrand à l'époque, en 92 après. Et puis j'ai demandé à Mitterrand de le suivre dans un voyage officiel. Et c'est là que Hubert Védrine m'a organisé tout. Génial. Je me suis retrouvé avec Shimon Peres. Et puis Shimon Peres m'a terminé les dessins commencés par Arafat. Alors tout ça pour dire que j'étais dans le bain un peu politique et diplomatique. Et je me disais, tiens, le dessin, c'est pas que de faire des petits crobards comme ça sur un coin de table. Ça dit autre chose. Et puis, comme j'ai rencontré plein de dessinateurs dans le monde entier, et qu'il y a eu le choc des fatwas lancés contre les dessinateurs danois
en 2006, eh ben, je me suis rendu compte qu'il fallait s'interroger sur le rôle du dessin de presse avec Internet, le rôle de comment on pouvait être manipulé, qu'il y ait des fatwas qui étaient lancés contre des dessinateurs, mais en fait, les dessins qui avaient été édités à Copenhague n'étaient pas faits pour être montrés à 10 000 km de là. Or, c'est comme ça que ça a été compris. Et c'est là que Kofi Annan a pris son téléphone, m'a demandé de venir à New York, de faire venir des dessinateurs, parce qu'on se connaissait avec Kofi Annan, de faire venir des dessinateurs du monde entier, à New York, à l'ONU, pour qu'on puisse réfléchir qu'est-ce que c'est que de faire des images qui peuvent être comprises, mal comprises, interprétées, mal interprétées, par des gens qui ne sont pas forcément les destinataires de ce qu'on dessine. Tout à l'heure, vous verrez un dessinateur du Sud-Ouest que j'adore, qui s'appelle Urps, pour vous dire à quel point on a des conversations de dessinateurs, mais qui sont révélatrices de qu'est-ce que c'est que le ressenti. Et il me disait, ouais, dans mon journal, alors je ne sais plus quel journal il parlait, ils m'ont interdit un dessin sur Schumacher, vous savez, le pilote, et malheureusement qui est toujours entre la vie et la mort. Et donc il me dit, ouais, tu te rends compte, je fais un dessin qui n'était pas méchant. Je dis, mais pourquoi ils te l'ont interdit? Dis-moi. Et il me dit, bah, j'avais dessiné, tu sais, comme il est comme un légume, alors je l'avais dessiné comme un poireau, sur un lit d'hôpital. Et puis, comme il allait mieux la veille, j'avais fait un dessin, Schumacher va mieux. Et l'infirmière, elle dit, en montrant le poireau, elle dit, comment ça allait mieux, il commence à reconnaître la vinaigrette. Bon. Alors moi, ça me fait rire. Mais son rédacteur en chef, et puis il faut le comprendre aussi, il dit, bon, oui, mais t'es marrant, mais s'il y a des gens de la famille de Schumacher qui tombent sur le dessin, ils vont peut-être moins rigoler, tu vois. Bon, alors, et c'est là où je me rends compte que qu'est-ce que c'est qu'un dessin qui dit quelque chose quand on est ici, par exemple à Couture. Je sais que, par exemple, on est filmé sur Facebook, donc du coup, on est déjà et à Couture, mais aussi ailleurs. Et donc, ça veut dire que quand je dis quelque chose, tout à l'heure, on blaguait le long de la Garonne sur des choses entre nous, on était 3 ou 4. Une blague comme ça, 3 ou 4, c'est pas un problème. Là, on est ici, on est filmé, on est sur Facebook. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va dire ensemble, on n'est plus dans l'entre-soi. Et tout ce que j'ai appris avec le choc des fatwas il y a 10 ans, du coup, avec Kofi Annan, on a créé une association qui s'appelle Cartooning for Peace, des dessins de la paix, pour essayer de se parler, de faire des ponts entre les cultures, les religions, les opinions, là où d'autres essayent de faire des ruptures entre les cultures. Et puis, quand il y a eu le drame du 7 janvier 2015 de Charlie Hebdo, je me suis rendu compte à quel point la phrase que je disais depuis 2006, les dessinateurs danois, et évidemment ceux de Charlie, ne se sont jamais levés le matin en voulant humilier 1 milliard de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris. Et pour vous donner un exemple, tout à l'heure, quand je pourrais vous montrer des images, si je peux montrer des images, je vous montrerai par exemple des images de la Shoah sur glace. Qu'est-ce que c'est que la Shoah sur glace? J'étais à Moscou, encore pour faire une expo voilà, de dessins de mes copains russes et de l'Europe. Et puis, on a assisté à une sorte d'Holiday on Ice, mais c'est la Shoah sur glace. Alors, moi, je me suis pas déplacé, mais je l'ai vu sur la vidéo en Russie, je vous la montrerai tout à l'heure. Mais c'est des gens qui sont habillés en déportés, avec pyjama rayé, étoile de David, et qui, même, il y en a un qui fait le salut nazi comme ça, Shoah sur glace, ça s'appelle. Et je dis, mais les Russes qui m'avaient dit, ouais, mais nous, on peut rigoler sur tout, mais pas sur la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, bah, vous avez rigolé, la Shoah sur glace, et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des malentendus peuvent naître comme ça. Et en fait, des gens, parce que moi je suis persuadé que le gars qui a voulu faire la Shoah sur glace, ça n'a pas un caractère antisémite. Et je leur ai dit, mais faites gaffe, si vous voulez faire la Shoah sur glace à Paris, ça va être mal vécu. Donc, ça veut dire que le type, au départ, il n'a pas forcément une intention fielleuse, il a simplement envie de faire un truc, il mélange déporté, et moi, c'est pas mon truc, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui va militer pour dire qu'il faut absolument interdire ce spectacle. Je dis que le ressenti des Juifs
doit être entendu, comme le ressenti des musulmans doit aussi être entendu. Et c'est pour ça qu'on va énormément dans les écoles, où on tombe sur des petits jeunes, des quartiers. On prépare même, j'étais en Belgique hier, on prépare même une rencontre à Molenbeek avec des religieux, des artistes, des réfugiés, et on va essayer de faire en sorte qu'on puisse se parler au moment. Molenbeek, pour moi, c'est l'endroit où c'est l'épicentre de l'incompréhension totale de notre culture européenne, qui est mal comprise par certains, et c'est là où il faut tout reprendre, dans les écoles, dans les prisons. On travaille beaucoup dans les prisons. En ce moment même, il y a des dessinateurs de Cartooning for Peace qui sont et à Rabat au Maroc, et puis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui travaillent avec les prisonniers comme j'y étais à la prison de Grand Bassam, qui est à côté de Abidjan, et on a fait des dessins avec des prisonniers sur les murs de la prison. Alors on peut dire à quoi ça sert, mais vous savez, c'est comme l'histoire du colibri. Il y a la forêt vierge qui est en feu, et puis il y a le colibri, c'est le plus petit oiseau du monde, ils sont grands comme ça. Avec son petit bec, il va à la rivière, il prend 2 gouttes, et puis il va mettre 2 gouttes dans l'incendie de la forêt amazonienne. Et puis il y a tous les animaux de la planète et de l'Amazonie qui lui disent « Mais t'es con, ça sert à rien ». Il dit « Oui, mais moi au moins je fais quelque chose ». Voilà, c'est un peu ça le boulot de ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut avoir les images? Il y a des... Ouais, mais alors comment je vais faire? On va déjà répondre aux questions et puis ça va arriver en cours de route. Des questions, donc le public, c'est à vous de poser les questions. Allez, qui se lance le premier? Allez, il faut vaincre sa timidité. Voilà, jeune homme, très bien. Bonjour, est-ce que vous avez déjà été censuré? Vraiment, très franchement, ça m'est arrivé. Mais très franchement, vous voyez par exemple, je voyais ce dessin-là, ça dépend comment c'est vécu. C'est un dessin où je fais un peu le string et puis le voile. Et puis, c'est pas un jeu de mots, mais c'est un jeu de signes. Et puis finalement, l'un et l'autre se parlent tous les deux. Bon. Eh bien, ce dessin, je l'avais exposé à Marseille. Je l'avais exposé à Bastia, je me souviens. Il faisait 10 mètres de haut. Il faisait comme du linge aux fenêtres. Et puis, c'est là où j'ai découvert... C'était en 2005. Et il y a eu des... Ça n'a pas plu, apparemment. Et c'est la première fois que j'avais des policiers qui s'occupaient de moi. Et j'étais avec Volinsky et avec Tignous. Et puis, eux, ils étaient sur scène, et puis moi, on m'avait dit, maintenant, vous vous mettez sur le côté. Je dis, mais pourquoi? Et ils n'ont pas voulu me dire. Je dis, quand même. Et alors, et en fait, c'est parce qu'il y a des barbus qui n'ont pas aimé. Et, enfin, je ne sais pas s'il y a des barbus, mais enfin, c'est peut-être pas les mêmes. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un malentendu. Sur un dessin qui avait été publié quelques années plus tôt, sans l'ombre d'un problème. Et puis, pour répondre à votre question, j'ai fait une expo dans un quartier chaud de Marseille, et puis il y a un responsable de Marseille qui m'a téléphoné, il m'a dit non, ce dessin-là, si je le mets, je vais avoir des ennuis. Je dis, non, mais au contraire, voilà, on va en parler. Moi, je suis prêt à parler avec les gens. Et ils m'ont dit non, c'est casse-gueule. Donc, alors on peut dire que c'est de la censure. Moi, je n'ai pas, j'ai pas ameuté l'AFP pour dire, ouais, on rendez compte. Mais je vous montrerai tout à l'heure les dessins. Tiens, les dessins que j'ai proposés. Je ne sais pas si tu étais directeur du Monde au moment où Strauss-Kahn avait des ennuis. Non, c'est pas toi qui... Bon, je vais vous montrer les dessins qui ne sont pas passés dans le Monde. Mais vous comprendrez pourquoi ils ne sont pas passés dans le Monde. Comment je peux faire? Oui, si vous avez une caméra qui filme mon iPad, c'est possible? Parce qu'on peut tricher comme ça. Parce qu'il y a des dessins qui peuvent ne pas poser de problème. Et puis, oui, par exemple, un dessin comme ça, c'est plutôt fédérateur. Bleu, blanc, rouge, 3 Marianne, tout le monde y met la couleur qu'il veut, voilà, tout le monde... il était même dans le bureau de François Hollande, alors qu'on ne peut pas dire j'ai fait beaucoup de cadeaux à François Hollande, mais en tout cas, s'il en a retenu un, il a mis celui-là au mur. Voilà, il y a des dessins sur... Ah, tiens, voilà, un dessin sur les
c'est pas facile à voir, mais le dessin, il montre un État palestinien est caché dans ce dessin. Sauras-tu le retrouver? Un peu comme si c'était un dessin pour les enfants, tu vois, un jeu de cette erreur. Et puis en fait, il y a plein de grues, plein de colonies, voilà. Et puis en bas, il y a un petit Palestinien. Parce que je me débrouille toujours pour mettre un petit Palestinien avec un petit Israélien, la main dans la main. Parce que j'ai des je pense qu'un jour ça va s'arranger. Et puis en attendant, quand je suis allé avant que Shimon Peres ne décède, je suis allé plusieurs fois dans son bureau et je me souviens que je lui avais montré des dessins et celui-là n'était pas prévu. Et je me souviens quand j'ai montré ce dessin-là, il y a l'attaché de presse de Shimon Peres qui m'a regardé d'un air de dire « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» Et je dis « Bah oui, mais j'ai envie de lui montrer. » Bon. Et donc, il n'était pas d'accord, mais on a pu dialoguer. Alors évidemment, quand j'étais au Liban avec le président Aoun, là, il n'y a pas longtemps, j'ai montré le même dessin. Évidemment, lui, il n'y a pas de problème. Ça passait comme une lettre à la poste. Mais je dirais que je préfère montrer des dessins là où ça coince. C'est un peu le boulot du dessinateur de presse, de faire des dessins où par exemple, ces dessins que j'ai fait à partir d'un proverbe que j'avais entendu dans une chanson d'un CD que j'avais acheté à l'Institut du monde arabe, et qui disait « Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles ». Alors du coup, je me suis dit « C'est joli ça ». Et puis du coup, je me suis dit « Tiens, je vais faire une balançoire, et puis je vais l'accrocher à une étoile. Ah, une étoile de David, ouais, très bien. Et puis après, je vais faire une autre étoile, mais avec le croissant, comme il y a sur le drapeau turc, par exemple, ou tunisien. Et puis, je me suis dit, tiens, pour que ce soit un peu apaisant, je vais mettre une aquarelle sur fond bleu, parce que, je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi, mais pour moi, le bleu en aquarelle, c'est un côté doux, c'est un côté, voilà. Et puis, il y a même des petites collines, il y a même des jeunes qui m'ont dit « Ah, mais vos petites collines, elles ressemblent aux collines de Saint-Exupéry. » Je dis bah, « Très bien, Petit Prince, tout ça, c'est bien. » Et puis, en fait, cette petite phrase « Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles », moi, ça me plaît. Et puis, moi qui, malheureusement, n'ai pas fait des études très, très poussées, en fait, il y a une phrase de Sénèque, j'ai tout raté, y compris le latin, mais il y a une phrase de Sénèque, où elle est, excusez-moi, vivre, ce n'est pas danser, non, vivre, attendez, je vais vous, même en latin, je m'en souviens pas, mais alors en français encore moins. Alors où tu es, toi? Non, ça marche toujours pas, l'image, non? Ah voilà. Alors, vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Waouh, ça m'a plu. Je ne sais pas où j'étais piqué cette citation, mais en tout cas, elle est de Sénèque. Alors depuis, j'ai fouillé. Alors moi qui connais rien à Sénèque, j'ai appris qu'il avait vécu en Corse à un moment. Voilà, il avait des ennuis. Je ne sais plus. Vous vérifierez. Hein, je crois que je ne sais plus quel empereur. Bon, il y avait des ennuis. Et en tout cas, la phrase, elle est bien. Et alors du coup. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Alors du coup, j'ai fait un orage, j'ai fait un nuage, j'ai fait des éclairs. Et puis, tiens, je l'ai ressorti pour la commémoration de l'assassinat du père Hamel. Et du coup, je l'ai ressorti parce que je trouve que ça marche bien, parce qu'il y a un petit évêque, un petit imam, un petit rabbin qui danse. Et puis, comme je suis dessinateur, les manches de parapluie sont des crayons. Voilà, ça danse. Et puis, il y a un moment, c'est apaisant. Voilà, il faut à la fois faire des dessins qui énervent. Notre boulot de dessinateur de presse, c'est de faire des dessins qui énervent. Je suis payé pour ça. Et d'ailleurs, je me souviens que, je ne sais pas si vous vous souvenez de Balladur. Balladur, une fois, je le dessinais avec une chaise à porteur, avec une couette. Bon. Une fois, je le rencontre. Et il me dit, j'adore vos dessins. Voilà. Et en fait, son chef de cabinet me voit après, je ne sais pas pourquoi il vous a dit ça, il vous vomit. Il vous déteste. Donc, alors c'est souvent que je rencontre comme ça des femmes et des hommes politiques. Je ne sais pas très bien si c'est vrai, mais bon, je me débrouille comme ça. Pourvu que si je déçois, je préfère décevoir tout le monde, vous voyez, qu'on ne puisse pas me coller une étiquette dans le dos du genre, voilà, il roule pour, voilà. D'autres questions? Madame, premier rang. Est-ce que vous vous interdisez de traiter certains domaines? Non.
Non, alors je pensais que vous alliez terminer votre phrase autrement, parce que souvent les jeunes, ils me disent, est-ce que vous empêchez de dire quelque chose? Alors, parce que certains domaines, il n'y a pas de domaine. C'est marrant parce que, je devrais le savoir, on est dans le Languedoc. Aquitaine, Aquitaine, excusez-moi. Et je vous dis ça parce que il y a tous les sujets que je traite, y compris la reproduction des fourmis rongeuses dans le bas Languedoc. Pour vous dire qu'il n'y a pas un sujet que je ne m'interdise de traiter. Et donc, excusez-moi encore pour... Alors, j'ai tout raté en géographie aussi. Et, et alors, c'est drôle parce que quand j'ai dessiné Ben Laden, j'ai fait des couches géologiques, ça me rappelait les cours de géographie, où vraiment, je vous le dis, hein, je le dis pour les jeunes, j'écoutais vraiment. J'étais vraiment un élève sage, mais je comprenais rien. Bon. Et donc pour Ben Laden, j'avais fait des couches. Vous voyez, alors une couche d'islam dur, une couche de talibans, et puis à la fin j'avais fait quand même une couche de conneries, vous voyez, parce que quand même c'est Ben Laden. Et du coup, je replonge dans les livres de géo, d'histoire, pour reprendre ce que j'ai un peu oublié ou laissé de côté quand j'étais à l'école. Et donc, non, il n'y a pas de sujet que... Non, il y a tous les sujets doivent être traités. Par contre, et c'est là où je rebondissais sur ce que je croyais être la question que vous alliez faire, c'est est-ce que vous interdisez certaines choses dans vos dessins? Et la réponse est oui, parce que, par exemple, la vie privée d'une femme ou d'un homme politique, moi, j'y touche pas. Par exemple, il y a une femme politique qui est très connue et qui est homosexuelle et qui veut pas qu'on le dise, j'y touche pas. Voilà, Alors, et puis moi qui ai été marin, là, en Aquitaine, pour une fois, j'étais à Ourtin. Ourtin, c'est Aquitaine. Hein. Voilà. Ça va donc je peux passer. Je fais des progrès. Et donc, à Ourtin, j'ai que des bons souvenirs. Et donc, j'ai appris un truc, et ça remène sur ce qu'on disait sur les incompréhensions. Je me souviens qu'il y a, vous qui êtes tous, quand même, quand c'est pas la Garonne, c'est quand même au bord de l'eau. Quand vous prenez un bateau, vous savez qu'il y a un mot qu'il ne faut pas dire. Lapin, exactement. Et il y a même des endroits, je vous assure, hein, j'ose même pas le dire moi-même devant. Je me dis, oh là, même ça, même le dire sur Terre, ça va peut-être. Et donc, lapin, il ne faut pas le dire parce que lapin, quand il y avait des galions en bois, les rongeurs, ça faisait des trous dans le bateau. Moi, je me souviens quand on était sur des chaloupes à l'ancienne de 1880, on mettait des voiles sur les chaloupes, on bordait, j'étais chef de bordée d'ailleurs. Bon, quand il y en avait un de mes petits copains qui avait 15 ans, il disait le mot lapin, tout le monde disait mais arrête, pourquoi tu as dit lapin? Tu sais bien, bon bah voilà, alors on peut dire que c'est couillon, mais ça fait partie de la culture. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand on est à... Ma mère supportait pas qu'on retourne le pain, quand le pain était dans un sens, mais elle était malade. Tant que j'avais pas remis le pain à l'endroit, je dis mais maman, c'est du pain. Je dis arrête avec ça, remets-le droit. Bon, d'accord, ok. En Turquie, on ne donne pas un couteau comme ça à quelqu'un, on le pose sur la table, la personne le prend. Voilà. Une fois qu'on connaît tous ces... Alors, donc, il y a des endroits où il faut faire quand même un petit peu attention. Et d'ailleurs, quand j'ai fait une expo Cartooning for Peace en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais disaient « Ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'en Europe, vous ne pouvez pas dessiner ceci, vous ne pouvez pas dessiner cela, nous on dessine tout. » En fait, c'est pas vrai, parce que je me suis rendu compte qu'ils dessinaient tout, sauf se moquer des rugbymen, des All Blacks en Nouvelle-Zélande, parce que les All Blacks, on les aime bien. Donc même quand ils font une bêtise, on est gentil avec eux. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'endroit. En Tanzanie, il y a des dessinateurs. Ils ne touchent pas. Il y a une malédiction sur les jeunes qui sont tout blancs, comme on appelle ça, albinos. Oh là là. Alors, les dessinateurs, ils me disent ça, on ne touche pas. Quand je suis allé à Haïti, je rigolais en plus. Je déjeunais avec des amis haïtiens et puis et je disais ouais, l'autre jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait rencontré des zombies. Bon. Il me dit arrête avec ça. Je dis pourquoi? Il me dit parce que moi-même j'en ai rencontré tout à l'heure sur le bas côté de la route. Oh, je dis ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu prends? Une salade, du pain, voilà. Donc il faut ne rien lâcher sur l'essentiel, c'est-à-dire que par exemple quand je veux. Tiens, voilà, je l'ai trouvé. Quand je veux dessiner, pardon, excusez-moi. Quand je veux
dessiner quelque chose sur les salafistes, il ne faut pas que je m'empêche de dire ce que je pense, parce que je ne veux pas en plus faire une dégénéralité sur telle ou telle religion, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais un petit paquet de cigarettes, tabagisme, nuit gravement à la santé, et puis à côté, salafisme, avec un petit minaret, et puis il y a marqué nuit gravement à la laïcité. Bon, mais ça c'est mon boulot aussi. C'est-à-dire que même, et je poursuis encore votre question, quand il y a des jeunes qui disent oui, mais ça veut dire que vous interdisez certaines choses. Je dis bah, attends, tout à l'heure avec la prof, là tout à l'heure, elle te disait quelque chose, et puis tu lui as dit mais ça se fait pas, madame, ça se fait pas, madame. Donc ça veut dire il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Je dis juste, tu réfléchis, ou par exemple, je vais dans les quartiers nord de Marseille, où là il y a beaucoup de jeunes qui viennent des Comores ou d'Afrique. Et ils font, vous savez, ils utilisent ce qu'on appelle le chip. Le chip, c'est des trucs comme ça. Bon, moi, le chip, ça fait 10 ans que j'entends le chip dans les écoles. Moi, je ne réagissais pas parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant que j'ai compris que quand le prof met 3 sur 20 et puis que le jeune, il prend sa copie, il fait comme ça veut dire va te faire machiner. Donc, une fois qu'on le sait, et que moi, je suis dans une école et puis que je dis, j'entends le chip, là, là et là. Je dis, bah, alors justement, mon boulot de dessinateur, c'est de dire, je fais des dessins, mais j'assume, je signe. Dites-moi, vous vous levez et vous me dites pourquoi vous faites le chip. Voilà. Et à ce moment-là, on leur sonne les cloches et puis voilà, c'est bon. Une question. Oui. Oui, bonjour. Donc, bravo Bonjour. pour votre... je suis... Enfin bref, vous, Volaski, etc. Je reviens donc je suis de Dunkerque, ça fait 2 ans que je suis à Couture-sur-Garonne. Et après le drame de Charlie, donc en parlant caricature, hein, donc, et juste après, il a eu un dessin où on voyait beaucoup de migrants dans la Méditerranée, qui devient un énorme cimetière, entre guillemets. Et j'ai mon voisin François, alors, yo, c'est la cité, tu te rends compte Jean-Louis, il se fout de la gueule des migrants et tout. Alors je savais pas quoi trop lui répondre, et puis après je l'invite à fumer une clope à la maison. Et je lui dis, mais est-ce que tu aurais été au courant si tu n'aurais pas vu ce dessin qui était quand même chaud, quoi. Donc je pense qu'un petit, je sais pas comment, parce qu'il y a des jeunes où il faudrait... la caricature ne passe pas tout le temps... Faut échanger, faut parler. Oui, c'est ce faut que parler, vous faut disiez, parler, voilà, faut parler. donc, Et je dirais même, il faut libérer la parole. C'est-à-dire que souvent, parce que c'est le gros de boulot qu'on fait avec des dessinateurs du monde entier, on va souvent dans le 93, dans le Seine-Saint-Denis, et on voit bien qu'il y a des malentendus. Et puis en plus, moi, quand je vais dans certains endroits, je suis vraiment le petit blanc qui vient dans un coin. Et puis, je viens de Paris, il y a un côté, ouais, qui vient nous raconter. Et très souvent, hein, je patauge un peu des fois pendant 10 minutes. Mais alors c'est plus facile quand je suis avec moi. J'ai une petite dessinatrice tunisienne qui s'appelle Willis from Tunis, ou un dessinateur israélien des fois, quand je gueule parce que bon. Mais je tiens. Molenbeek, justement, Molenbeek, je vous le dis parce que c'est incroyable. J'ai dit à la mère de Molenbeek, est-ce que je peux venir avec des dessinateurs palestiniens et israéliens? Ouais, elle m'a dit. Et je dis, israélien, on est bien d'accord, parce que palestinien, je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Mais israélien, elle m'a dit, ouais, génial. C'est là où je me rends compte que c'est un endroit très compliqué, où ils m'ont dit, par exemple, nous on gère, il y a 30 mosquées à Molenbeek, et il y en a 17 qu'on sait gérer. Alors je me dis, bon, alors, je ne sais pas c'est quoi les autres, ça j'ai pas posé la question, mais en tout cas, il y a une ouverture d'esprit culturel qui fait qu'on va pouvoir venir et avec des dessinateurs israéliens et des dessinateurs palestiniens. Et donc, c'est là où il faut absolument... Tu veux dire quelque chose sur Israël? Dis-le. Je préfère même entendre des bêtises. Le nombre de fois où il y a des jeunes qui me disent au journal Le Monde, vous savez bien que c'est les Juifs qui commandent. Ça, je l'entends, ça. Et alors je dis, bah, tiens, très bon exemple. Alors, si je pouvais vous montrer les dessins, il y a des dessins sur Bernard-Henri Lévy. Je lui dis, bah, tiens, mais justement, comme il est au conseil d'administration, est-ce que tu crois que ce dessin où je me moque de Bernard-Henri Lévy, est-ce que tu crois qu'il a pris son téléphone pour m'interdire de faire les dessins? Il me dit, bah oui, évidemment. Et quand je mets mes dessins sur Facebook, l'autre jour j'ai fait un dessin où je me moquais de Netanyahou, le Premier ministre israélien. Le nombre de gens qui me disent, oh là là, mais vous allez avoir des ennuis avec le cri, vous allez avoir... Mais ils croient que c'est dangereux tout le temps de dire ce qu'on a là dans le ventre. Et je leur dis juste, il faut juste argumenter.
Faut juste, et si on argumente, et que les gens ils savent que derrière le message du journaliste ou du dessinateur, il n'y a pas quelque chose de mal intentionné, très franchement, ça marche comme sur des roulettes. Ouais, merci. Merci. Ouais, ça vole. Bonjour, Monsieur Plantu. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez toujours voulu être dessinateur et par là même s'il était plus facile de dessiner avant ou maintenant. Encore vous êtes, c'est un club de très bonnes questions, c'est ça? Ok. Merci. Non, ça n'a rien changé de ma manière de travailler. Ma vie personnelle, elle a changé parce que je suis toujours accompagné d'officiers de sécurité. Non, 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 ça change rien. Non, 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 non. Le dessin sur les salafistes, non, 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 ça change rien. Faut juste imaginer, pour bien répondre à la question aussi sur les migrants vus, parce qu'il y avait il y a des dessins des fois qui sont dans Charlie Hebdo et qui sont mal compris. Mais en fait, c'est des dessins qui sont faits pour les quelques lecteurs de Charlie Hebdo. Et en fait, c'est pas fait pour des dessins, des gens qui sont à 10 000 km de là. Et donc, il y a des fois des malentendus. Voilà. Et sur les migrants, justement, j'avais fait un dessin qui est juste un dessin qui ouvre le débat, où j'avais fait le métro à Paris, comme ça, à Stalingrad ou à Bir Hakeim. Et puis, je me suis dit, tiens, on n'a qu'à imaginer la Méditerranée en bas, comme si ils étaient... Alors chacun peut l'interpréter comme il veut. Il y en a qui peuvent interpréter en disant, voilà, au secours, et puis d'autres qui disent, tiens, on va peut-être leur tendre la main. Voilà. Ça, c'est un peu le boulot aussi de cette partie du dessinateur, où on essaie juste de poser le problème. On ne dit pas qu'on a la solution. La solution, c'est mes copains journalistes, parce qu'ils connaissent quand même tous les sujets. Moi, je suis un touche-à-tout, et qui fait que j'essaye de proposer une manière d'aborder, de délier les langues et de délier la parole. C'est-à-dire que si on a délié la parole, en fait, tout est possible. Et la fin de votre deuxième question, c'était... Est-ce qu'il était plus facile de dessiner? Non, est-ce que ça a été Ah oui, comment je suis arrivé à faire... Alors, je disais ça au fils à la fille de Gilles, c'est que en fait, la chance et la malchance que j'ai vécue, c'est que j'ai raté mes études. Et donc, j'ai tout raté. Et j'étais là, mes parents étaient... Je me souviens que mon prof de français au lycée où j'étais, il avait convoqué mes parents et devant moi, il avait dit, mais vous avez de l'argent? À mes parents. Et mes parents ont dit, non, on n'a pas d'argent. Il dit, alors, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire de lui. Et j'ai eu de la 6e jusqu'à la terminale, c'était un drame. Un drame terrible. Et même pas pour des histoires de discipline, parce que j'étais sage. Mais je ne comprenais pas, à tel point que le prof d'histoire, je me souviens, je l'ai revu après, le prof d'histoire, il refait l'histoire justement. J'ai su que c'est un prof d'histoire qui refait l'histoire. Il disait à tout le monde que j'étais un excellent élève. Il lisait mes copies tout haut pour faire marrer mes copains, tellement il y avait de conneries dans mes copies. Mon vrai nom, c'est Plantureux. Et donc, il disait, bon, je vais vous lire la copie de Plantureux. Et tous mes copains s'installaient dans le fauteuil en disant, ouais, c'est bien, c'est super, on va passer un bon moment. Et tout le monde se roulait par terre parce que c'était un délire. J'inventais des trucs, j'y allais, mais c'était pas tout à fait ce que le prof attendait de moi. Ce qui fait que j'avais des notes épouvantables. Et puis après, j'ai raté, j'ai eu mon bac. Alors, j'ai été viré du latin, j'ai été viré du français, j'ai été viré des maths. Je me suis retrouvé en sciences, alors que j'aime bien la science. Et bon, j'ai eu mon bac avec 3 en sciences. Alors, j'avais je sais pas quoi, le truc en français, en dessin, que je me suis rattrapé l'option dessin, ça m'a. Et puis, j'ai eu mon bac. Bon. Et puis, mes parents m'ont dit, bon, bah, puisque tu es en sciences, bac sciences, tu n'as qu'à faire médecine. Je dis, mais... Alors, je le dis aussi pour les jeunes, ne réveillez pas vos parents la nuit comme moi j'ai fait quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, pour les dire, papa, maman, je voudrais faire du dessin. Non, c'est pas un bon plan, hein, ça les énerve. Et donc, quand j'ai eu mon bac, ils m'ont dit, bah, tu vas faire médecine. Je dis, mais attendez, médecine, c'est 7 ans. Et il m'a dit, oui, mais après, tu choisiras. Je dis, bah, 7 ans... Donc, coup de bol encore, j'ai fait une première année et une deuxième année que j'ai ratée. Donc, j'ai été viré. Et donc, il y a un moment, je ne savais plus quoi, qu'une feuille de papier
et puis mes crayons. Et puis, tout à l'heure, je vous dessinerai sur les murs si vous voulez. Non, 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 je veux pas. Ils sont trop beaux, vos murs. Bonjour. Alors, je vais poser une petite question qui amènera peut-être une grande réponse. Je voudrais savoir si vous pensez être plus efficace en dérangeant ou en faisant sourire les gens par vos dessins. Oh, alors, j'ai pas la réponse. Parce que, en fait, si le dessin il est bon et qu'il dérange, tant mieux. Je me suis moqué de Macron l'autre jour, un dessin qu'on a publié dans le journal où j'ai dessiné le nouveau chef d'état-major qui a été nommé par Macron. Alors je me suis dit tiens quand même c'est drôle qu'il vire l'autre. Et puis du coup je me suis dit tiens je vais le faire comme s'il était tenu en laisse. Et puis après je me suis dit tiens je vais faire en laisse, tiens je vais le faire avec un képi, je vais faire un chien. Je ne sais pas bien dessiner les chiens. Alors je suis allé sur Google, j'ai regardé les chiens Google, images tout ça. J'ai fait pour une fois j'ai dessiné un chien vachement bien. J'ai choisi un petit bulldog tout ça. Bon. Et comme c'était un militaire. Et puis j'ai mis son képi. Et puis, je lui ai mis son képi. Alors, j'ai regardé comment étaient les képis d'un chef d'état-major. Vachement beau, rouge, croisillon doré, très beau. Je me suis régalé. J'ai fait un petit chef d'état-major qui s'était enfoncé plus tôt parce qu'il a été viré par Macron. Et puis, le chef d'état-major en petit chien, je l'ai fait avec la laisse. Et puis, vous voyez, c'est comme ça que ça vient. Et puis après, je me dis, chef d'état-major. Mais je vais faire Macron qui dit, j'aime beaucoup mon nouveau chef d'état Médor. Bon. Donc, grâce... Parce qu'un dessin, c'est quoi? C'est un bout de papier, c'est rien. Une fois qu'il est publié dans le journal Le Monde, il dit autre chose. Et puis, il a eu beaucoup de... Vraiment, ça a bien marché. Ça, on m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais attendez, vous pensez aux militaires? Je dis, moi je défends l'autre chef d'état-major, j'ai le droit, voilà. C'est une opinion. Et je dis, voilà, je défends aussi l'armée à ma manière. Voilà, et c'est comme ça que... Pourvu qu'il soit efficace, s'il est drôle, tant mieux. Mais s'il est émouvant, au moment du Bataclan, je vous montrerai, j'ai fait des dessins émouvants sur le Bataclan. C'est pas des dessins rigolos, mais c'est des dessins émouvants. Sur Charlie Hebdo, c'est pas des dessins rigolos. Voilà. Mais pourvu qu'au bout du compte, le lecteur, il s'y retrouve. L'attentat du 13 novembre, il est pas drôle, hein, mais voilà. Ou l'attentat de Nice, voilà. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Et même quand il y a un policier aux Champs-Élysées, je me suis dit, on ne fait jamais un hommage aux militaires qui meurent au Mali, par exemple, ou ailleurs, ou en Afghanistan. Et les policiers qui sont tués, c'est rare qu'on fasse un... Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais dessiner le policier qui a été tué aux Champs-Élysées il y a pas longtemps. Et je l'ai dessiné. Le dessin, il est assez simple. J'ai dessiné avec son képi. J'ai mis son grade. J'ai mis une urne parce qu'on était au moment de la campagne électorale. Et puis, avec une colombe, tout ça. Et je l'ai fait assez ressemblant de ce que j'ai regardé les photos. À tel point qu'il a même été... C'est pas un dessin drôle, hein, bien sûr. Mais il a été réutilisé en 2 mètres sur 3 au moment de son enterrement, parce qu'il a été utilisé. C'est souvent que les dessins ont une autre vie. Il y a une vie d'un dessin, il y a la publication dans le journal qui dit quelque chose, et puis après, il y a... vous voyez le dessin que je vous ai montré sur Sénèque, au moment où je l'ai dessiné, je ne pensais pas qu'il serait autant repris après. Voilà. Je vous le donne, monsieur, le dessin. Mais je ne pourrais pas en donner à tout le monde, hein, je vous le dis, hein, parce que je prévois, parce que... Je voulais savoir quelle importance vous donnez aux réseaux sociaux, parce que je sais que vous êtes sur Twitter, oui. mais est-ce que vous faites attention à ce qu'on vous dit, aux Bien remarques sûr. qu'on vous fait, et Bien qu'est-ce que sûr. vous en pensez? Alors je réponds jamais, mais parce que si je devais répondre déjà, j'ai des journées un peu compliquées, donc je réponds pas, je regarde de temps en temps, et puis par exemple sur un sujet sur Israël, je me rends compte à quel point il y a un antisémitisme sous-jacent qui est vraiment présent. Ça, voilà. Et puis sur le monde musulman, je m'aperçois qu'il y a une islamophobie rampante, sévère dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut tout reprendre. Il faut juste, vous voyez, ce que l'expo qu'on va faire à Molenbeek en Belgique, ce sera sur le vivre ensemble. On en est là, parce qu'il faut tout reprendre. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté ne comprend pas l'autre communauté? Voilà. On essaye, voilà, on en est juste là. On essaye de rattraper
je dirais, une trentaine d'années de flou où on n'a pas voulu voir certaines choses. Voilà, je me souviens que à côté de Molenbeek, il y a un autre quartier qui s'appelle Schaerbeek, et je me souviens que j'étais dans un très bel hôtel de Schaerbeek et très beau. Et j'étais étonné parce que là, il y avait tous les gens de l'hôtel, on se croirait qu'avec des hôtesses de l'air, stewards, tout ça, et je vais dans la rue, que des voiles, mais des voiles sévères. Hein. Et je me suis dit, mais ces deux mondes en même temps à Schaerbeek, je dis, il y a un truc. Et je suis persuadé qu'on aurait un peu plus parlé de ces difficultés de communautés qui se parlent ou qui ne se parlent pas. Je pense qu'on aurait limité des dégâts, mais je suis pas. Là, je me tourne vers mes copains journalistes ou philosophes ou intellectuels, ce qu'on n'est pas. Mais on touche à quelque chose qui ressemble à une prise de position intellectuelle sans être intellectuel. Voilà, on essaye. On fait comme si. Merci pour la question. Je voudrais vous poser la question de l'effet de vos dessins sur une personne inconnue et imprévisible dans la foule anonyme. Autrement dit, est-ce qu'un de vos dessins a pu amener un grand malheur à une personne inconnue, imprévisible dans la foule anonyme, ou au contraire, est-ce qu'un de vos dessins a pu pratiquement sauver la vie de quelqu'un sans que vous y attendiez? Alors, sauver la vie de quelqu'un, ça, on me l'a jamais. J'ai jamais eu l'occasion de savoir si ça avait pu sauver. Par contre, des gens qui disent qu'ils ont été fâchés contre un de mes dessins, oh là, oui, ça m'arrive. Et même, on m'avait mis sur le dos, tu te souviens, en 88, il y avait eu un terroriste iranien qui avait été interrogé par un juge. Et alors qu'il était interrogé, et on savait qu'il avait fait des attentats, au moment où il était interrogé, il y avait un avion dont les réacteurs tournaient, au moment où il était interrogé par le juge, dont on savait qu'après, il serait dans l'avion pour repartir à Téhéran. Alors donc, du coup, j'ai fait le juge comme si c'était un steward qui dit qu'est-ce que vous voulez, côté couloir, côté hublot, oh là là. Et comme 3 ans après, ce juge s'est suicidé, oh là là, on m'a mis tout ça sur le dos. Et puis, le hasard a fait que j'ai rencontré sa fille, qui m'a raconté vraiment la réalité des choses. Et donc, je savais que j'avais aucun problème de culpabilité, mais à la fois, comme on me le répétait régulièrement, raconté par sa fille, ça m'a un peu, ça calme les choses. Mais souvent, on me dit, mais Mitterrand, je me souviens une fois, j'étais avec Guy Bedos, et Mitterrand, il vient vers moi, il y avait plein de gens comme ça, il vient vers moi, il me dit, vous pouvez tuer. Mais comme ça, sans se marrer. Alors, je dis, attendez, putain, je ne savais pas que j'allais lui parler. Et Bedos, il dit, mais non, mais c'est mon copain. Et non, il ne tuera personne. Mais il a fallu presque calmer Mitterrand. Voilà. Et des fois, Mitterrand, je me souviens que des fois, il m'invitait à l'Élysée comme ça. Je me souviens que j'avais vu la première il avait fait une présentation avec. Je me souviens que j'étais dans la première fois qu'il remettait en route la petite cellule de cinéma qui est en dessous de l'Élysée. Ils n'avaient jamais fait marcher. Et donc, c'était Roger Hanin. Qui avait, avec sa femme, qui avait fait partir la petite vidéo de l'Élysée. Et puis, il y avait à côté de moi, il y avait Adjani, Depardieu, Mitterrand. Je me suis dit, putain, là, je suis bien. Là. Et en fait, là, c'était un moment où apparemment, il aimait bien mes dessins. Et puis après, j'ai fait des dessins sur un scandale de la Société Générale, où apparemment, il n'était pas clair, avec son ami Patrice Pelat. D'ailleurs, Patrice Pelat, j'ai fait un dessin où je me suis moqué de Patrice Pelat, qui était un gars qui n'était pas clair. Je fais mon dessin et il meurt 2 heures après. Et la secrétaire particulière de Patrice Pelat m'a dit, il a vu votre dessin, il a rigolé. Ben, j'espère. Mais il est quand même mort 2 heures après, d'une crise cardiaque. Mais au moment où j'ai fait mes dessins comme ça, Mitterrand, j'avais plus de Mitterrand. Hein, mais moi, je ne demande rien. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui veut m'inviter, Sarko, je ne voulais pas. Excusez-moi pour ceux qui aiment bien Sarko. Moi, je l'ai rencontré une fois quand il avait 20 ans. J'ai failli le tuer. C'était un petit jeune Il m'énervait. Il était déjà bon. Il était des jeunes UJP, jeunes gaullistes, je sais pas quoi. Tout ce qu'il disait, mais je faisais l'émission avec
avec, comment il s'appelle, l'imitateur que j'aimais bien, Thierry Leluron, merci. Et puis El Kabbach qui travaillait à l'époque à France Inter. On était comme ça tous les... Et je vois ce petit roquet comme ça. Ah, je me dis, mais, hein et je ne l'ai plus jamais revu. Et alors, très gentiment. Alors bon, parce que je le dessine. Alors c'est vrai que je l'ai dessiné beaucoup avec des mouches. Bon. Et il m'a écrit des lettres, bon, toujours par un gendarme qui arrivait. Bonjour monsieur, j'ai un pli pour vous. Bon. Alors, Sarkozy, bon, d'accord. Alors, j'aime beaucoup vos dessins, bon, là, mais c'est encore plus ressemblant quand il n'y a pas les petites mouches. Voilà. Bon, une question là. Oui, j'avais une question un peu plus pratique. Je voulais savoir, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, à vous et au directeur du Monde, je voulais simplement savoir combien de dessins vous proposez par jour au Monde et comment le Monde fait le tri pour publier. Alors, moi qui dessine des petites souris, c'est toi qui vas répondre. Parce que moi, j'aimerais être petite souris au moment où ils reçoivent mes dessins, parce que je leur envoie 3 ou 4 ou 5, et là, j'aimerais entendre ce qu'ils disent entre eux. Et ça ne va pas être beau à voir. Et là, peut-être qu'on va avoir une réponse, parce que Gilles a dirigé Le Monde pendant quelques temps, et je sais qu'il y a des fois des dessins qu'ils reçoivent, et ils disent, oh là là, est-ce qu'on publie? Voilà, vas-y. Là, généralement, Jean envoie des dessins dans l'heure qui précède le bouclage. Hein, à peu près. Le bouclage du journal, c'est à 10h30 tous les matins. Puis après, vous l'avez dans les kiosques en début d'après-midi à Paris et dans certaines villes. Et puis le lendemain pour les abonnés de la plupart du pays. Et donc, Jean envoie ses dessins maintenant par informatique, évidemment, dans l'heure qui précède le bouclage. Donc ça se fait vraiment en très peu de temps. En général, tu en envoies 3-4. Et puis on choisit celui qui plaît. Alors ils ne sont pas complètement terminés quand ils les envoient, ils sont bien avancés, on comprend bien l'idée. Et on en choisit un parmi les 3-4. Donc on est au moment du bouclage, il y a une équipe d'une dizaine de journalistes, iconographes, éditeurs qui font le bouclage. Donc on le regarde, on s'y met à plusieurs, 3-4. On préfère celui-là, et puis on dit à Jean, c'est celui-là. Donc il le peaufine, il le fignole, et il le renvoie vraiment dans les minutes qui précèdent le bouclage. Bon, ça c'est quand il n'y a pas de questions, on va dire. Et puis parfois, il y en a un qui nous plaît bien, mais en même temps il y a quelque chose qui nous dérange. Donc on va lui dire, écoute, celui-là nous plaît bien, mais peut-être que ça tu devrais l'enlever, parce qu'on comprend moins, ou ça brouille le message. Et puis il y a des jours où tu en envoies moins. Il arrive que tu en envoies qu'un ou deux, je pense, hein, ça arrive. Et puis alors là, parfois il y a en plus on est dans l'urgence, on est dans l'heure. Donc on lui dit, écoute, les deux que tu as envoyés, ils nous convainquent pas. Donc est-ce que tu veux pas trouver une troisième idée? Mais il reste genre 20 minutes avant le bouclage, donc c'est un peu le rush, etc. Donc c'est un échange, c'est une discussion entre lui et nous, mais je crois que Jean accepte la règle du jeu, c'est-à-dire que c'est pas de la censure, c'est un échange, parce que la question c'est quel dessin va faire mouche ce jour-là à la une du journal. Et puis il faut qu'il soit compris par le lecteur, parce qu'il y a des dessins qui sont très chouettes, mais on se dit, il y a peut-être une ambiguïté ou une complexité qui fait qu'il ne va pas être compris tout de suite. Un dessin, on ne reste pas 10 minutes dessus à se dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça pète tout de suite. Donc voilà, c'est un échange qu'il y a entre lui et nous, car parfois je pense qu'il a envie de passer un dessin très très fort. Dans ce cas-là, il l'envoie en général 3 minutes avant le bouclage et il n'en envoie qu'un, comme ça on n'a pas le choix. C'est exactement ça. Et il y a même aussi une astuce entre dessinateurs. On envoie 6 dessins gros nuls, et il y a le 7e qui est le... voilà. Et comme ça, le rédacteur en chef, il peut dire, bon, les 6, ça va pas. Comme ça, il a fait son rôle de rédacteur en chef. Et puis, on va prendre le 7e. Et en fait, c'est celui qu'on voulait depuis le départ. Voilà, c'est vous, madame? Non, c'était... Sinon, moi, je veux bien. Éventuellement, une petite anecdote par rapport à une petite souris. Oui. Est-ce qu'elle vient de Russie, votre souris? Pourquoi elle viendrait de Russie? Parce qu'en Russie, ils ont des toutes petites souris qui mettent dans leur porte-monnaie pour avoir toujours des sous. Ah, je ne savais pas. Et ben voilà, j'ai découvert ça la semaine dernière. J'ai voilà. appris quelque chose. C'était juste une anecdote. Non, elle vient de Pologne. Parce qu'on a eu une rédactrice en chef, une DA, qu'on appelle une directrice artistique, qui, il y a très longtemps, c'est avant la guerre, à l'époque de Clémenceau, et elle venait d'arriver, 15 jours après, elle vire 2 dessinateurs. Oh, je dis, oh là, on va pas être copains.
Et donc, pour défendre ces deux dessinateurs, des fois, on oublie que je suis dessinateur. Donc, j'avais écrit des petites lettres. Tu vois, chère madame, vous venez d'arriver, bienvenue, d'accord. Mais ces deux dessinateurs, franchement. Et alors, c'est là où je me suis rendu compte de c'est ça que le truchement d'une petite souris. Parce que mes lettres étaient un peu au canon, quand même. Et pour adoucir mes lettres, comme elle n'a jamais répondu à mes courriers, je rajoutais à la fin un petit animal. Alors pourquoi j'ai fait une petite souris? Pourquoi je n'ai pas fait un hippopotame, une araignée? Je pense que j'ai voulu faire quelque chose de doux, qui énerve. Vous voyez, on est dans l'intuition totale. Donc je fais une petite souris, bon. Et puis plus ça allait, plus ma petite souris, elle était comme ça. Voilà. Et puis à la fin, on voyait les dents comme ça, les grosses moustaches, tout ça. Et d'autant plus qu'on avait un directeur de la rédaction qui était moustachu, dès que je dessinais des moustaches, il me dit, c'est moi que tu dessines là? Je dis non, ça va. Une fois j'ai dessiné Staline, il est venu dans mon bureau, il m'a dit, tu te fous de moi là, hein. Je dis, mais putain, c'est Staline que je dessine, fous-moi la paix. Voilà, bon. Maintenant il est à Mediapart. Moi, je trouve que on arrive vraiment à faire passer des choses. Donc, la petite souris, je l'ai mise dans mes dessins. Justement, le rédacteur en chef, dont je vous parle, directeur de la rédaction, il me dit, mais pourquoi tu dessines des souris j'ai l'autre conne, là, elle a qu'à me répondre, là, elle ne répond pas à mon courrier. C'est quoi le problème? Elle a viré 2 dessinateurs. Ah bon, ils n'étaient pas au courant. Ils arrangent le coup, j'enlève ma petite souris, les 2 dessinateurs sont quand même virés, mais avec un paquet sonnant et trébuchant. Bon, il y avait un compromis. Et puis j'enlève ma petite souris. Et puis il y a des lecteurs, alors je ne dis pas qu'ils ont fait une manif en bas du journal, hein, mais ouais, on veut la petite souris, plein de gens qui m'écrivaient, on veut la petite souris. Ils parlent de quoi là? Et donc j'ai rajouté la petite souris, et c'est là que je me suis rendu compte que la petite souris ne m'appartenait pas, mais elle appartenait à tout le monde. Alors des fois je fais une petite souris barbue, voilà, petite souris écolo avec son petit masque à oxygène. Au moment de l'affaire Clinton, il y avait 2 petites souris, voilà, elle vit sa petite vie comme elle l'entend. Oui. Non, moi, je peux me déplacer. Hein. Et partout où je vais, d'ailleurs, je me balade toujours avec mon petit iPad pour faire mes dessins. Et puis, dans le train, j'ai cogité des idées de dessin en lisant le journal. Et puis, partout où je vais, j'ai ce qu'on appelait une petite tablette Wacom, où on peut faire des dessins avec un stylet. Et puis, je fais mes dessins, je scanne. Voilà. Moi qui ai été enfant de chœur, on dirait mon curé au moment de l'élévation. Salut. Non, il y a marqué bonjour couture. Alors, heureusement, j'ai pas marqué Languedoc déjà. Bon. Et disons que j'ai vérifié tout à l'heure parce que je me suis dit, je sais qu'il y a un H, mais je ne savais pas où il était. Bon, donc, et heureusement, hommage au correcteur du monde. Pratiquement jamais il y a de fautes d'orthographe dans mes dessins. C'est grâce au correcteur. Et des fois, comment elle s'appelait la ministre de la loi travail, Khomri. Ah, il y a un H qui se balade, il y a un I, il y a un Y. J'ai foutu le journal au moins 3 fois en retard à cause de El Khomri. À tel point que enfin bon, je pas vous. Oui, je prends le micro parce que c'est moi qui l'ai. Non, moi je veux juste témoigner de les petites souris parce que moi j'ai plusieurs enfants et le monde a toujours traîné à la maison et je crois que mes enfants sont devenus des citoyens grâce aux petites souris de Plantu. Voilà. Juste, est-ce qu'on peut avoir un monde sans Plantu? Est-ce qu'il y a quelqu'un Cette semaine, je suis en vacances. Oui, mais pour plus tard. Et alors le gros problème que j'ai, c'est que quand je fais pas mon dessin à la une du Monde, ça m'énerve, il se vend quand même. Alors, donc j'en prends un coup, mais bon, tant pis. Non, en fait, je dessine tout le temps. Et c'est très, très agréable. Et vous voyez, hier, j'étais à Tournai, et avant, j'étais à Molenbeek et à Mons, en Belgique. Et dès que je vois les maisons, j'ai pris cette maison-là en photo. Si j'avais du temps, j'ai vu un dessinateur qui dessinait dans les rues. Dans une autre vie, moi, j'aimerais bien me balader ici et puis faire les dessins des maisons de couture, parce qu'il y a vraiment... maison de couture. On a dû vous la faire 40 000 fois, celle-là. Mais enfin bon. Une dernière question, puis je vous montrerai un dessin sur la musique pour vous dire qu'on va parler de la musique tout de suite après. Ah,
Elle me demande si j'ai préparé un dessin à titre posthume. Non. Par contre, non. Par contre, j'ai imaginé, alors je te le dis, Gilles, prépare. Mes enfants ne trouvent pas ça drôle, mais moi je le fais quand même. J'ai fait une petite maquette d'un petit cercueil avec, alors cercueil en verre, avec moucheté de noir comme pour les cartons à dessin, avec les pieds qui dépassent. Donc j'ai imaginé qu'on puisse mettre des vrais pieds, enfin des fausses pieds, des fausses godasses, qui dépassent du cercueil, pour qu'on puisse dire que c'était un grand dessinateur. Voilà, je suis dessinateur. Oui. Alors j'ai dit à mes enfants de le faire, ils m'ont dit on ne fera pas, papa tu nous ennuies, voilà. J'en ai 4, et 4 quand on a 4 sur le dos, c'est pas facile. Et puis, bon, une dernière question pour la route ou pas alors? Oui, oui, mais qui? Alors Dame demande que deviennent vos dessins qui ne sont pas retenus? Alors justement, un vrai bon dessin en brouillon. Il y avait un autre rédacteur en chef que j'aime beaucoup, qui s'appelait Bruno Frappa. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ben, quand j'envoyais 4 brouillons, il me disait vraiment formidable, bravo Jean, on attend le 5e. C'est une manière de. Eh ben, en ce moment, dans mon bureau, avec mon assistante Maïté, on a 2 personnes de la BNF qui sont en train de tout scanner, tous les dessins, y compris les brouillons, parce qu'il y a des dessins qui ne sont intéressants que si on voit les brouillons qui racontent ce qui va se passer. Et donc, ils vont tous aller à la BNF dans quelques temps. Et puis, je voulais vous montrer ceux que tu n'avais pas utilisés, je les ai mis là. Un dessin que j'ai fait sur la musique. Et pour vous montrer, parce que vous allez avoir la chance d'être devant Barbara qui viendra vous parler de son talent, de son merveilleux talent. Et vous voyez, quand je serai avec mes pieds qui dépassent, là, comme ça, et dans une autre vie, je ferai de la musique. Parce que je suis persuadé, et tout à l'heure, je disais à Barbara Hendricks que j'écoute d'abord sa musique, j'écoute de la bossa nova, j'écoute tout, j'écoute du jazz, mais quand je cherche mes idées de dessin, c'est le silence le plus total. Et puis, quand le rédacteur en chef me dit on prend le numéro 1, je le fais, et là je mets la musique. Et c'est vraiment formidable. Et souvent, j'ai la chance de connaître un petit peu Barbara Hendricks. Et très franchement, il y a des musiques qu'elle a accompagnées dans les opéras, dans les leaders. Enfin, c'est formidable ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait. Et je suis, dans une autre vie, je suis persuadé que je ferai de la musique. Parce que je trouve que j'adore mon métier de dessinateur, mais la musique, ça va encore plus loin. Et puis, ça, je l'ai fait pour Renaud Capuçon, le violoncelliste, et qui fait de l'enseignement dans les écoles pour les petits jeunes. Et puis, à la Fondation Vuitton, il enseigne le violoncelle. Et c'est un dieu du violoncelle. Et puis, il a fait une petite formule pour apprendre aux jeunes à apprendre à jouer du violoncelle. Il m'a dit, j'aimerais un dessin pour une couverture. Et puis, du coup, ce dessin, dans une période comme celle-là, où il y a des incompréhensions, on voit bien que tout part comme d'une étincelle. Je me dis, de temps en temps, une musique qui calme les choses, ça fait quand même du bien. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit violoncelle, porté par une main. Et puis, enseignons la musique dans toutes les écoles, ça calmera tout le monde. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci Jean, merci à vous tous. Merci à l'équipe technique qui s'est démenée pour essayer de régler ce problème technique. En vain, mais ça nous a permis de montrer que même aujourd'hui, le papier a certains avantages par rapport au numérique, puisque vous avez quand même pu voir les dessins sur papier. Voilà, donc merci à tous. Donc il y a une séance de signature à la librairie aux Hirondelles, dans la petite rue derrière. Et puis ce Facebook Live tire à sa fin. Donc merci à tous ceux qui ont assisté à cette retransmission. Et on se retrouve dans quelques minutes, dans 3 minutes, avec Barbara Hendricks, ici même.